Voilà, bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet atelier biodiversité de la Convention Lucie 2020. Alors, on est extrêmement content de vous accueillir à cet atelier. Je pense qu'on va avoir des réflexions très intéressantes et très riches pour réfléchir ensemble à comment mettre la barre plus haut, comme le disait Alan ce matin, en termes de résilience sur le sujet de la biodiversité aujourd'hui. Voilà, comment devenir plus résilient sur cette thématique en dessinant une trajectoire à 2030 et comment ensemble avec la communauté Lucie, on va pouvoir contribuer à cette trajectoire. Donc moi, je suis Michael Troquet-Gélin, responsable développement de l'agence Lucie. Comme ça a été présenté ce matin, je suis nouvellement installé à Nantes pour notamment animer la communauté Lucie dans le Grand Ouest. Et donc, je suis très fier aujourd'hui de co-animer cet atelier avec Vanessa Jaugeret et Gilles Boeuf, que je vais laisser se présenter. Donc, Vanessa, je te laisse la parole pour lancer cet atelier. Oui, merci beaucoup, Mickaël. Et puis, je présente tout de suite après, pardon Gilles, je me présente avant vous, mais on ne vous présente plus d'ailleurs, donc ça tombe bien, alors que moi, si. Donc, allez-y. Je suis Vanessa Jaugeret, je suis ravie de vous retrouver. Je dirige l'agence Parangone. C'est une agence qui a été créée il y a 10 ans, spécialisée en accompagnement des organisations et des entreprises pour l'élaboration de leur stratégie de responsabilité sociétale. Et nous avons le plaisir d'avoir engagé un partenariat maintenant assez soutenu avec la communauté Lucie sur un certain nombre de sujets de formation ou d'événements comme celui qui nous réunit aujourd'hui. Donc, j'ai sollicité effectivement l'intervention de Gilles Boeuf qui nous a fait la grande amitié d'accepter notre invitation, sachant que Gilles, alors je ne dis pas que vous parcourez le monde, c'est un peu moins vrai maintenant, mais enfin vous continuez à le parcourir de façon digitale, puisque vous êtes aujourd'hui reconnu comme un des écologues les plus écoutés et les plus respectés pour aiguiller les réflexions sur le sujet qui est le nôtre aujourd'hui. Donc, vous êtes écologue, vous êtes professeur également. Je vous laisserai éventuellement compléter. Nous vous avons sollicité pour aborder la première partie de cet événement qui consiste évidemment à à nouveau établir, parce qu'on l'a souvent fait, mais il est temps maintenant, comme le disait Alan Fustek ce matin lors de la plénière, d'aller plus loin. Et l'idée de construire avec cette belle communauté que forme la communauté Lucie, une véritable feuille de route. On y reviendra, on le sait très bien, on est bien en deçà en matière de biodiversité de ce qui a été fait par exemple en matière de climat et nous devons avancer beaucoup plus vite, notamment pour que les entreprises comprennent avant, puisqu'on ne fait que si on comprend bien, comprennent, adhèrent aux enjeux et tout l'objectif de cet atelier de cet après-midi, c'est de pouvoir aboutir ensemble à des enjeux définis pour les entreprises, traduits en objectifs et traduits en impact. Donc, je vous expliquerai un petit peu plus en détail comment ça se passe, mais pour le moment, je vais laisser la parole à Gilles. On va d'abord faire une petite vérification. Est-ce que vous voyez bien la slide s'afficher? Est-ce que si je bouge mes slides, vous les voyez? Vous les voyez bouger? Non, pour l'instant, ça reste figé. Ça reste figé. Bon, d'accord. Alors, on va refaire une petite manipulation. Et maintenant? Toujours pas? Là, c'est pareil. D'accord. Alors, il y a régulièrement des problèmes de flux quand on partage. Donc, je vais arrêter de partager. Je vais recommencer.
Et sinon, Michael, peut-être qu'il faudra que tu Oui, si ça ne marche pas, je vais le diffuser le moi-même. partages toi-même. Est-ce que vous voyez les slides bouger maintenant? Là, c'est bon. Gilles? J'ai toujours le fond, moi, le programme de l'après-midi, là. Ah, Là, j'ai autre chose. Là, j'ai les trajectoires, là. d'accord. Là, c'est bon. Moi, je les vois bouger en tout cas. Là, il y a biodiversité. Je vois le terme écrit. Ok. Voilà. Alors, c'est bon. Donc, bon. on va pouvoir démarrer. Alors, on Peut-être l'entendait. un petit rappel sur le déroulé Oui, pardon. de l'atelier. Oui, alors le déroulé de l'atelier, donc on commence par une demi-heure pour partager ensemble avec Gilles le regard très aiguisé de Gilles en tant que spécialiste. Pour une demi-heure, nous nous retrouverons après cette demi-heure pour un témoignage concret que l'on entendra, donc que nous présentera Michael, qui est le témoignage de Barjane, qui racontera comment au sein de leur organisation, ils ont pris en compte les enjeux de biodiversité. Et puis ensuite, nous basculerons sur la partie atelier collectif, alors qui sera un petit peu une première pour tout le monde, puisqu'on basculera sur un autre outil, mais Michael vous expliquera tout ça, qui est un outil de construction visuelle collective. Et on vous proposera d'échanger, de participer avec des post-it virtuels, avec des phases de réflexion, de participation et de synthèse qui seront décomposées en séquences de 5, 10 et puis 25 minutes. Le tout d'abord pour définir les enjeux de la feuille de route qu'on retiendra pour la feuille de route de la communauté Lucie, et dans un deuxième temps pour définir un peu plus précisément les objectifs et les indicateurs d'impact, puisqu'on le sait bien, ce qu'on ne mesure pas n'existe pas. Donc, il faut là aussi prendre la peine d'aller beaucoup, beaucoup plus loin qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Est-ce que ça te va, Michael, comme pré-présentation? Okay. C'est parfait. Alors, allons-y en espérant que vous allez voir les slides. Vous voyez bien les deux photos? Très bien. Alors, Gilles, on va commencer tout de suite par une question qu'on a souvent posée, qu'on pose depuis 20 ans. Quand on parle de biodiversité, de quoi parle-t-on? On entendait, pas vous Gilles, parce que vous ne pouviez pas être avec nous, mais on entendait ce matin Hélène Leriche, responsable de la biodiversité chez Oré, parler de la biodiversité comme étant la variabilité des organismes vivants et la diversité des espèces, des écosystèmes dans une dynamique d'interaction. Vous, je le sais parce qu'on a eu l'occasion d'échanger plusieurs fois ensemble, vous parlez d'unité de vivant. Alors, dites-nous ce que vous entendez par unité du vivant. Bien simplement, quelques faits actuels. Si je regarde le génome de l'humain, 29 000 gènes. Le Covid-19 en a 15. Bien, notre génome, on partage un bon tiers avec les microalgues de l'océan. On partage les 2 tiers avec une mouche, 60% avec une banane. Bon, c'est pour vous montrer en fait que nous sommes tous issus du même monde, alors océanique. Je dis souvent à mes étudiants que nous avons dans notre sang, si on fait une prise de sang à l'instant, là, c'est pareil pour tout le monde. On a 140 millimoles de sodium, on a 105 millimoles de chlorure, c'est intéressant ça. C'est l'eau de mer. Ce qui veut dire qu'il y a une unité du vivant dans son origine. La vie apparaît il y a à peu près un peu moins de 4 milliards d'années sur une Terre qui en a 4,6. C'est une cellule qui apparaît dans l'océan et qui a gardé l'ancestralité. Il y a de l'eau de mer dedans, dehors, à l'extérieur, et elle échange avec l'extérieur. On va revenir à la Covid tout à l'heure. C'est ça l'unité du vivant, ce qui veut dire qu'on partage ce vivant. Et un être humain, à tous, je vous regarde en ce moment, là, vous êtes beaux comme tout, eh bien, vous êtes plein de bactéries, plein de protistes, dans les trous de nez, dans les cheveux, et on est beau quand même. Cet humain est une union d'êtres vivants. Un bébé qui naît, et puis ensuite un adulte comme nous, c'est au moins une moitié de bactéries et de cellules humaines. Quand le bébé naît, il se fait non pas contaminé, mais ensemencé par les micro-organismes de l'utérus de sa maman, et puis il met 3 ans à faire ce qu'est un bébé. Donc déjà, nous sommes une construction du vivant. Nous sommes
totalement inclus dedans. Elle a raison, Hélène, quand elle dit ce qu'elle a dit ce matin. Moi, je dis souvent, la biodiversité, c'est quoi? C'est simplement l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants, y compris les bactéries, bien sûr, hein, ont établies entre eux et avec leur environnement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur des questions de fonctionnalité du vivant dans son unité. Et on est fait d'eau. Aucune cellule vivante n'est pas faite d'eau liquide. Ce qui veut dire que l'eau liquide, c'est la première molécule du vivant, puis après c'est l'ARN et l'ADN, on parle de virus à ARN là, en ce moment, c'est ça l'unité du vivant. Donc dès le moment où on va l'admettre, on va comprendre que si on agresse ce vivant, on s'auto-agresse, ce qui n'est pas très fin pour une espèce qui s'appelle Sapiens. Voilà comment je fais la liaison entre la biodiversité, le vivant, et puis effectivement son unité. Alors, puisque nous sommes des sapiens, on va se poser un certain nombre de questions ensemble, Gilles. Tout d'abord, alors c'est des questions de bon sens, mais on a besoin d'y revenir. À quoi sert la biodiversité? On sait qu'elle nous approvisionne tous pour toutes nos fonctions vitales, finalement, et au-delà. C'est bien une question d'humain, ça, hein, parce qu'elle ne s'est pas posé la question. Elle ne dit pas à quoi elle sert. Elle est là, hein, elle est venue sur la Terre bien avant que l'humain n'apparaisse. Ce qui me fait hurler quand on parle d'espèces nuisibles. Les dieux n'ont pas inventé des trucs pour embêter les humains quand ils allaient apparaître plus tard, on est d'accord, hein. Donc nous, on va y chercher des biens et des services, mais elle n'a aucune offre particulière à faire, hein, parce qu'on en a besoin. Il faut qu'on mange, il faut qu'on respire, il faut qu'on boive, il faut qu'on ait des relations sociales. Donc il nous faut effectivement, comme vous l'avez écrit ici, de l'oxygène, parce qu'on est sorti de l'eau et on va chercher l'oxygène dans un milieu très riche qui est l'air par rapport à l'eau de mer. Il faut manger. Des médicaments, bien sûr, puisque l'humain a la capacité de trouver des techniques pour se guérir, mais il n'est pas le seul. Nos chimpanzés du muséum, quand ils sont en Ouganda, se traitent. Ils prennent des plantes pour se soigner quand ils sont malades. Il n'y a pas que les humains. Des matières premières, évidemment, bien sûr, hein. Et puis la pollinisation, ça c'est quelque chose dont l'humain a besoin, puisque les 2/3 des plantes actuellement d'intérêt alimentaire sont pollinisées. Alors par des tas de bestioles, mais en France, par exemple, il y a à peu près 1200 espèces d'êtres vivants qui pollinisent. Fertiliser les sols, bien évidemment. Des sols morts ne permettront pas une agriculture. Épurer l'eau en permanence et prévenir les inondations, parmi d'autres. C'est des aspects intéressants au niveau des mangroves, par exemple, ou des récifs coralliens qui protègent contre les vagues géantes. Donc, on y trouve des biens et des services, oui. On entend souvent que d'ailleurs ça représente presque 40% de l'économie mondiale. Enfin, 40% de l'économie mondiale, je sais qu'il y a certains chiffres que vous n'aimez pas beaucoup, mais peut-être celui-là, on peut l'ancrer, repose sur les services rendus par la nature. Tout à fait. En flux financier, c'est au moins ça, oui, tout à fait, oui. Alors, on sait qu'elle souffre, cette biodiversité. Si on doit résumer, on va dire qu'elle souffre essentiellement de son érosion. Oui, mais je trouve même que le mot érosion est faible aujourd'hui. Moi-même, je l'utilise, mais parce qu'une érosion, c'est en fait, dans la nature, le frottement d'un vent, d'une vague sur un système qui va enlever des petits morceaux en permanence. Une montagne géante va être érodée en millions d'années pour finir en plaine, hein. Aujourd'hui, c'est plus qu'une érosion, c'est vraiment un effondrement de ce vivant qu'on vit, hein, accéléré par la situation actuelle, que vous avez listé ici, bien sûr, au niveau de cette fragmentation des milieux naturels. On fait des routes, on fait des aéroports, on fait des voies ferrées, on fait des villes. La France perd, par exemple, aujourd'hui, à peu près l'équivalent de un département français en surface tous les 7 ans de bonnes terres agricoles transformées effectivement en béton. Donc tout ça, tout ce qui est noté ici, là, cause les problèmes que nous avons aujourd'hui et qui explique justement, plus que cette érosion, cet effondrement aujourd'hui du vivant qu'on observe. On va revenir à cette notion d'effondrement parce que vous refusez à parler aujourd'hui d'extinction, mais effectivement, il faut retenir Oui, je m'y refuse pour une raison que ce n'est pas la réalité scientifique. Les extinctions, on les a connues. Il y a eu aujourd'hui, depuis qu'au muséum, on a beaucoup travaillé là-dessus, depuis 800 millions d'années, la vie, on a dit tout à l'heure, elle a 4 milliards. 800 millions, donc c'est les 20% restants. On a à peu près 60 crises d'extinction. Alors la crise d'extinction, elle est définie comme étant à un moment précis, sur un temps court, la disparition d'au moins les 3/4 des espèces, en mer et sur Terre. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un effondrement du nombre des individus dans les populations vivantes, qui vont amener à terme des extinctions. On n'y est pas encore, mais n'empêche qu'on crée les conditions pour, bien sûr.
Alors, l'autre question qui se pose, donc extinction ou effondrement, on vient d'en parler. Alors, je sais que cet indice qui s'affiche, vous ne l'aimez peut-être pas beaucoup. En tout cas, vous dites que c'est pas forcément celui-ci qu'il faut retenir. Et pour autant, il faut qu'on cadre et il faut qu'on ait des indicateurs en tête. Alors, qu'est-ce que vous dites de celui-ci? Non, il ne me gêne pas parce que, vous savez ce qu'on dit, nous, autres chercheurs du muséum, on dit des chiffres qu'a le WWF, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils disent, mais ils ont raison. Donc, on les utilise. Hein. Ils ont probablement raison, ça c'est clair. Donc, on a d'autres mesures pour nous de fonctionnalité. C'est très compliqué. Hein. Les métriques du vivant sont très compliquées. C'est bien plus difficile qu'un thermomètre pour mesurer la température. Donc, globalement, on assiste effectivement à un effondrement de ces espèces. Les biomasses, et là, le WWF nous donne un chiffre qui vaut ce qu'il vaut. Il nous dit qu'on est rendu à 68% depuis l'année 70, tout écosystème confondu, le milieu marin, les eaux douces, les milieux continentaux et la forêt. Donc, c'est vrai que c'est plus que préoccupant. Ils font leur rapport tous les 2 ans et tous les 2 ans, c'est plus grave que les 2 ans précédents. Alors, nous avons d'autres types d'indicateurs, Gilles, notamment les objectifs de développement durable, hein, qui commencent à s'affirmer comme étant un cadre qui on le sait, hein, émane des Nations Unies, qui a été créé il y a 5 ans, qui a eu un petit peu de mal à s'imposer, mais au final, maintenant, il est même rentré de façon quasiment systématique dans les constructions de stratégies de responsabilité sociétale des grandes entreprises, notamment, et on essaie d'y inciter également. C'est une partie de mon travail, inciter les PME et les établissements, les entreprises de taille intermédiaire à les adopter également. Évidemment, le 14 et le 15 sont une évidence en premier lieu, Gilles. Bien sûr, évidemment. Hein. Je rappelle le 1, qui est très important pour moi, c'est éradiquer la pauvreté sur la Terre. Parce que le principal problème, on le voit dans les élections américaines encore ces jours-ci, hein, il est clair que tant qu'on aura une grande partie de gens ultra pauvres et quelques gens ultra riches, ça ne marchera pas. Et là, je vais revenir aux femmes que je défends et que j'aime beaucoup, vous le savez bien. Sous le seuil d'extrême pauvreté, donc moins de 1 dollar US par jour et par personne, il y a 70% de femmes, alors que vous êtes dans vos classes d'âge, là, 52-53% des humains. Donc, il y a bien un problème à ce niveau-là. 14 et 15, puis moi, je me bats beaucoup en ce moment pour ce projet One Health, hein, que vous avez cité ici. Il y a juste un mois, j'étais à l'Assemblée nationale à Paris pour intervenir avec des collègues vétérinaires et médecins sur la prise en considération de l'ensemble des systèmes pour déterminer ce qu'est la santé publique. Donc One Health, c'est un superbe programme qu'on va conforter en permanence. Même l'Assemblée nationale française s'en est emparée. Hein. Et là, par exemple, on écrivait une lettre au président Macron ce matin, vous voyez, c'est pas vieux. On lui dit, vous ne pouvez pas faire un conseil scientifique de la Covid-19 uniquement avec des médecins. Peut-être que ce serait bien aussi d'avoir des vétérinaires et des écologues. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les maladies que l'on vit, la Covid-19, mais il y en a plein d'autres, hein, les 3/4 des maladies qui sont apparues depuis 1940, 300 en France depuis 1940, viennent d'animaux, ce qu'on appelle des zoonoses. Regardons effectivement la santé animale, la santé des arbres, la santé des écosystèmes, hein, pour qu'on puisse déterminer beaucoup mieux le cadre général de ce qu'est aujourd'hui la santé publique. Si on ne tient pas compte, on n'arrivera pas à régler nos problèmes. Effectivement, la santé devient, avec la crise Covid-19, devient le prisme essentiel. Je rappelle juste que One Health est une alliance, hein, entre 3 organismes internationaux, dont l'OMS et la Food and Agriculture Organization, et qu'effectivement, c'est une approche intégrée, systémique, hein, qui là aussi est en train de s'affirmer, que vous portez largement, Gilles. Alors peut-être on peut faire un petit détour, puisqu'on va parler de l'entreprise, par la façon dont on a pris acte de ces enjeux déjà de biodiversité dans les champs de responsabilité de l'entreprise. Donc vous avez ici la liste des sujets qui ont été et des enjeux qui ont été retenus par le mouvement Act for Nature, donc les entreprises engagées pour la nature, et on voit qu'on progresse un petit peu, on pousse pour la biodiversité incluse dans la stratégie des entreprises, le dialogue des parties prenantes, ce que nous faisons aujourd'hui et ce que vous faites tous les jours, Gilles,
Gilles, les scientifiques avec les ONG avec les institutions avec les pouvoirs publics, etc. Donc, arrive très vite la notion d'indicateur d'impact direct et indirect. Vous le disiez, les métriques sont très compliquées et c'est pas aujourd'hui que tous, même si on s'y met tous, qu'on va les définir plus précisément à l'échelle de l'entreprise, mais c'est bien vers ça qu'il faut aller. Regarder la chaîne de valeur, regarder comment on connecte les questions d'action pour la biodiversité à l'action climatique, évidemment à travers la réduction des émissions de gaz à effet de serre et leur compensation, parce que la biodiversité est très liée au programme de compensation. Le dialogue avec les pouvoirs publics, je le disais, la formation des collaborateurs extrêmement importante. On est dans une démarche de pédagogie, d'apprentissage qu'il faut pousser tous les jours. Et puis, bien évidemment, mettre en œuvre, rendre compte. Donc, voilà un peu le guideline des entreprises engagées pour la nature. Si on revient, Gilles, à la situation, et notamment la situation en France métropolitaine, évidemment, là aussi, si on doit se donner quelques indicateurs, on a choisi de retenir cela. Est-ce que vous pouvez les commenter, sachant que vous êtes aussi très prudent sur ce type de chiffres? Tout à fait. Je reviens un tout petit peu sur la slide précédente, sur Act for Nature. Donc, moi, j'étais présent le jour où le gouvernement lance ça. C'était le 10 juillet 2018. Et il s'est passé un événement curieux ce jour-là. Il y avait les 100 grandes entreprises françaises qui étaient là, avec EPE, qui était organisateur de la session. Et le Premier ministre est arrivé en présentant Nicolas Hulot, qui à l'époque était ministre de l'Environnement. Et il aura ce lapsus dramatique, Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État de la transition écologique et solitaire. Donc, effectivement, ça a acheté un certain froid et Nicolas s'en allait un mois et demi après avec notre ami journaliste Léa Salamé. Il disait effectivement à France Inter qu'il partait. Donc, c'était un engagement fort 2 années après l'engagement des entreprises pour le climat, Act for Nature. Donc, je lance, c'est important. Alors, je reviens à la suivante. Qu'est-ce qu'on est de particulier en France? Déjà, un territoire particulier, parce qu'il n'y a pas que la métropole. 80% des espèces françaises sont hors métropole. La Guyane, par exemple, a beaucoup plus d'espèces que la France, la Nouvelle-Calédonie, l'île de la Réunion, nos Antilles françaises. Donc, c'est vrai que les territoires du sud de l'océan Indien et la France, avec ses territoires outre-mer, en gros, fait à peu près 10% des espèces connues. Alors, on en connaît combien d'espèces connues dans le monde? 2,2 millions. Qu'est-ce qu'on connaît effectivement en France aujourd'hui? Puisque moi j'ai présidé donc quand même 7 ans ce grand muséum d'histoire naturelle, c'était notre boulot, on arrive à 100 000. On me dit, il y a combien d'espèces en France vivantes? 100 000. Et à peu près les plantes, 7 000 plantes. 7 000 plantes en France, dont 1 000 dans Paris. Donc vous voyez, Paris n'est pas un désert total. C'est intéressant à regarder. 100 000 espèces, dont plus de 1 000 pollinisent. Donc c'est intéressant de revenir à ces chiffres-là. Alors cette France métropolitaine, elle est dans une région particulière, mais avec tout l'outre-mer, elle est inclue dans beaucoup de régions biogéographiques. On a séparé le monde en 5 grandes régions, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la France est importante. Sur l'océan, par exemple, on a la 2e surface maritime au monde après les États-Unis. Donc c'est vrai que aussi en même temps, nous sommes donc quelque part responsables de ce qu'on appelle des hotspots, des points chauds. Alors, un point chaud, ça a été défini en 2000 par l'équipe de Myers, où il disait en fait, voilà, un point chaud, c'est un endroit où sur une surface réduite, vous avez vraiment beaucoup d'espèces. Alors qu'est-ce qu'on a comme point chaud en France? Le littoral de la Méditerranée, par exemple, le récif corallien, bien sûr, de Nouvelle-Calédonie, au niveau ultramarin, c'est très important. Donc, on a 36 des points chauds de la planète, ce qui veut dire que si on raisonne, je dirais, mathématiquement en chiffres, sauvons d'abord cela, ça qui a le plus d'espèces. Il y a un gradient du pôle nord vers l'équateur et inverse de l'équateur vers le pôle sud. Plus on s'approche de l'équateur, au niveau marin et au niveau continental, il y a d'espèces. Donc, nous sommes responsables de la diversité spécifique. Encore une fois, je ne veux pas ramener la biodiversité uniquement à un comptage d'espèces. C'est un métrique, mais ce n'est pas le seul. Donc, revenons à quelque chose où nous avons effectivement une représentation importante du rôle de la France dans la gestion des espaces naturels, beaucoup au niveau marin et aussi au niveau continental. Et sur ces espèces qui sont connues dans nos espaces à nous, je rappelle métropole et outre-mer, on a 20 000 espèces qui sont endémiques, ce qui veut dire qu'elles vivent là et nulle part ailleurs.
Je vais prendre le cas d'un joli carabe que j'aime en France, un joli insecte. Je vous donnerai sa photo pour la mettre la prochaine fois. On ne mettra pas que Gilles Boeuf, là. On mettra le Carabus hispanus, qui est magnifique et qui ne vit que dans le Massif central en France. Il vit que là, nulle part ailleurs. Donc, si on le perd, tout le monde le perd. Et dans ces espèces spécifiques, endémiques, bien sûr, hein, une grande partie sont situées en Outre-mer. Alors, peut-être on continue à explorer l'analyse des enjeux, les constats. L'EFES, qui est l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques, est un programme du ministère de la Transition écologique et solidaire, a donc listé 4 enjeux, enfin 4 constats: la préservation de la biodiversité qui répond à un triple enjeu. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'effectivement, quand on parle de diversité, on parle des écosystèmes et au bout de la chaîne, on parle de l'importance aussi des importations de biodiversité dans la consommation. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, donc, cette notion de fonctionnalité, vous l'avez dit, vous pouvez peut-être y revenir d'ailleurs sur cette notion de fonctionnalité, Gilles. Bien sûr. En fait, je vais prendre un exemple tout bête que vous allez bien comprendre. Je vous emmène dans une forêt de Colombie ou de Guyane, hein. Mais c'est plus riche en Colombie parce qu'il y a la montagne en plus. Je vais compter sur 1 km², un carré de 1 km, 700 espèces d'arbres. Toute l'Europe, on en a 250. Donc, vous voyez la richesse sur un seul kilomètre² de Colombie. Et puis, sur un arbre de Colombie, je vais trouver 700 espèces d'insectes, par exemple. C'est ça, en fait, cette histoire-là. Donc, je vais faire des comptages, je vais les compter, les regarder. Et la vraie question, ce n'est pas tellement qu'ils soient là. C'est comment ils communiquent entre eux, comment ils s'organisent entre eux, comment l'écosystème est-il organisé. Et c'est ça la fonctionnalité. Par exemple, je vais enlever le 383e, moi, je ne vais rien avoir du tout probablement. Hein. Et le 525e, pareil. Ce qui marche, c'est l'ensemble du système. Donc, la fonctionnalité, c'est la capacité d'un écosystème à se maintenir. C'est quoi un écosystème? On peut le rappeler, Vanessa, si vous voulez. C'est le fait que des espèces s'organisent entre elles. On a dit des bactéries, des protistes. Hein. N'oublions jamais les protistes, les levures, les microalgues. Hein. Sans protistes, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de fromage, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de français. Hein. Donc, c'est ça qui est très important. Les champignons, les plantes et les animaux. Et eux construisent un écosystème de par les relations qu'ils ont établies entre eux. C'est ça la fonctionnalité. Et nous, on est beaucoup plus intéressés par ça aujourd'hui. Il y a des espèces, par exemple, si on les perd, c'est dramatique parce qu'ils sont ce qu'on appelle des keystones, hein, des espèces clés de voûte. Le castor. Il y a eu un travail aux États-Unis où on avait enlevé une étoile de mer. Ça effondrait tout l'écosystème parce qu'elle était l'organisatrice. Un éléphant. Hein, un éléphant, par exemple, quand il va faire ses mouses partout, son crottin d'éléphant, il ressème des centaines de graines de plantes différentes. C'est cette fonctionnalité-là qu'il faut surtout ne pas trop abîmer. Alors, il y a aussi un autre cadre référentiel qui est cette analyse des 9 limites planétaires. Hein. C'est une approche qui émane du professeur suédois Rockström, qui a été définie, je crois, en 2009, Gilles, ça, oui. Et avec lequel vous êtes évidemment très familier. Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, on l'a beaucoup repris pour la COP. Il était là avec Stéphane, ils étaient 2. Stéphane qui, depuis, d'ailleurs, s'est tué il y a quelques mois, tombé dans une crevasse au Groenland. Donc, ce groupe suédois, en fait, a fait de la géopolitique environnementale, très bien faite, hein, et ils ont déterminé ce qu'ils appelaient les limites, les barrières, effectivement, à ne pas dépasser. Alors, ça a lancé le débat sur les limites de la planète. Et donc, on a regardé, alors ils ont listé toute une série de fonctions du système, hein, et puis aussi de dégradations que l'on faisait, et ils ont mis des couleurs, des codes de couleurs, et ils ont démontré que certains systèmes étaient déjà en danger, on avait dépassé les limites planétaires. C'est le cas de l'eau potable, c'est le cas de la biodiversité, c'est le cas aussi de l'excès d'azote dans les mondes agricoles. Et d'autres qui sont très menacés, bien sûr, avec l'acidification de l'océan. Alors, vous voyez, les 5 grands thèmes que tout à l'heure vous avez très bien montrés, qui expliquent cette érosion, effondrement du vivant, qui sont d'abord, bien sûr, la disparition des écosystèmes. Tout à l'heure, je vous écoutais, là, notre ami qui a fait l'introduction a parlé de résilience. Mais n'oubliez jamais une chose, ça m'énerve toujours un peu avec Boris Cyrulnik, on en parle tout le temps, j'adore Boris. La résilience ne peut s'exprimer que vous n'êtes pas mort. Si on est mort, il n'y a plus de résilience possible. Donc, si on détruit, on ne parlera même pas de résilience. Ça ne peut pas résilier si on a disparu. Donc, la résilience s'exprime quand on a subi un trauma, c'est ce que dit bien sûr notre ami Boris Cyrulnik,
sur un enfant, sur une personne, sur l'attentat du Bataclan ou le massacre du Rwanda, hein, ou l'inceste, par exemple. Hein. On subit un trauma et si on n'est pas détruit, on peut résilier dans un second temps. Donc c'est ça qui est extrêmement important. Et il nous montre aujourd'hui ici en rouge que déjà on a dépassé les bornes, effectivement, pour la question de la biodiversité, de l'azote sur les champs et la question également de l'eau. D'autres sont très menacés, hein, et ça se met en place. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ces approches de l'équipe de Rockström, c'est qu'on a fait coller des modèles économiques sur ces modèles en fait, qui sont écologiques au départ. Et ce qui est intéressant aussi dans cette approche, c'est que ça crée un lien direct, évidemment, de contribution de la production et de la consommation à cet état de l'écosystème mondial. Je rajoute juste, Vanessa, les cinq aspects, c'était destruction que vous avez évoqué, oui. Pollution, oui. Ensuite, c'était la dissémination de tout partout, la surexploitation, et puis bien sûr, enfin, ce climat qui change trop vite. Alors, évidemment, le sujet devient complexe à partir de là pour savoir comment on peut travailler, puisque on va avoir à définir des facteurs de cause directe, des facteurs indirects. Les facteurs directs, on les a bien identifiés, c'est l'usage des terres, c'est la surexploitation, c'est le changement climatique, c'est aussi les espèces invasives, les pollutions, on vient de leur dire. Il y a des facteurs aussi indirects hein, qui vont être de l'ordre culturel, économique, démographique, technologique, institutionnel. Tout ça doit entrer dans un corpus d'apprentissage qui va venir nourrir des leviers de transition pour enfin agir. Et où est-ce qu'il faut agir ? Gilles, il faut agir partout en même temps. Il faut agir sur l'agriculture, sur la pêche, sur l'aménagement, sur le logement, sur l'énergie, sur l'éducation, sur l'innovation, le tourisme, la protection de la nature. Il faut être partout, avec, comme vous le disiez, des métriques extrêmement complexes. Donc, ça pose la question des leviers de transition. Alors, les leviers de transition, c'est d'abord la gouvernance internationale. Hein, c'est ce que vous faites en travaillant avec One Health, c'est avec les Nations Unies, avec la gouvernance. Et on sait, on attend tous les résultats des élections américaines, mais on sait que là, on est en plein dedans hein, quand on suit cet événement. Les modes de production et de consommation, évidemment, mais il y a aussi un fort enjeu d'innovation. Hein. Si on acceptait de diriger tous les investissements du monde vers les innovations, sans doute on trouverait les solutions. Et puis évidemment, les valeurs individuelles et collectives que ça suppose pour construire tout ça. Alors, je voulais qu'on revienne, Gilles, parce que le temps file très très vite, sur les enjeux liés à l'occupation des sols, parce que c'est une vraie question et c'est peut-être un des liens les plus évidents pour travailler avec les entreprises. Tout à fait, mais là, il est oublié une chose qu'il faudra rajouter, c'est le rôle des sols, si on s'en occupe bien, si on ne les tue pas, s'ils peuvent résilier, de jouer un rôle dans la captation du carbone. Hein, vous savez qu'il y avait un projet lancé par un ministre de l'Agriculture il n'y a pas très longtemps qui s'appelait le 4 pour 1000. Et si effectivement nos pratiques agricoles permettaient de récupérer 4 pour 1000 du carbone émis, on arriverait à régler nos problèmes par le monde agricole. Donc, il ne va pas toujours être un ennemi de ce qu'on vit. Qu'est-ce qui est notre ennemi au niveau agricole aujourd'hui ? C'est la mécanisation à outrance. Et c'est l'usage d'intrants, de produits qui détruisent les sols, la mécanisation aussi, l'arrachage des haies, la perte de biodiversité. C'est ça qu'il faut qu'on regarde aujourd'hui. Donc c'est vrai que l'agriculture, qui est une grosse partie de la superficie terrestre, joue un rôle très important. Et puis malheureusement, pour faire des territoires agricoles, on a enlevé la forêt. Donc la déforestation est très liée à ça. Et le changement climatique actuel accélère le processus. Aujourd'hui, par exemple, la disparition d'une forêt tropicale n'a pas les mêmes effets que la disparition d'une forêt boréale. Et c'est sûr que si on enlève les arbres, il ne pleut plus, par exemple. Et s'il ne pleut plus, il n'y a pas d'agriculture possible. Aujourd'hui, on voit que c'est très mal réparti, puisque qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui en Europe et en France ? C'est effectivement des zones humides dans le nord, des zones très sèches dans le sud, avec une désertification qui prend de plus en plus d'importance. Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, hein, quand il a parlé de désertification, de biodiversité et de climat, ces conventions-là sont extrêmement importantes. Donc le monde agricole est très important à prendre en considération, mais il peut très bien devenir un outil de gestion de tout cela, le monde agricole. De toute façon, je dis souvent, hein, il y avait des humains sans agriculture, ils savaient se débrouiller, mais comme ils ne faisaient pas à manger, ils ne préparaient pas le renouvellement des stocks, ils se déplaçaient. Avec 8 milliards d'humains, ce n'est pas possible, ça. Si vous vous déplacez aujourd'hui, Vanessa, vous arrivez chez quelqu'un qui ne veut pas de vous. Donc, vous voyez, la question, elle est là, elle est très claire. Hein.
Donc, au niveau agriculture, ça veut dire ramener de la vie dans les sols. C'est absolument fondamental. Gérer la question de l'eau. Et puis, effectivement, arrêter aussi ces transferts de produits d'un bout du monde à l'autre et dire à un enfant que acheter un kiwi de Nouvelle-Zélande ou manger une cerise du Chili à contre-saison, ça n'a aucun sens. Ce n'est que des coûts de transport et donc de pollution. Et c'est effectivement des systèmes de dégradation. Et puis surtout, je terminerai là-dessus pour l'agriculture française, il est grand temps qu'elle produise ce qu'il faut pour les Français. On se rend compte comment on est dépendant aujourd'hui. Quand vous voyez que des molécules pharmacologiques très simples, très simples, on ne les produit plus, ils viennent de Chine. Et bien là, c'est un danger gigantesque. Il faut qu'on revienne à notre capacité à produire ce qu'il nous faut au niveau alimentaire et aussi au niveau des biens essentiels comme les médicaments. Et oui, parce que Gilles, sinon, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on importe la destruction de la biodiversité finalement. Bien sûr aussi, bien sûr, oui. On est d'accord. Et donc, on est en plein dans ce dilemme. On va aller très vite sur cette slide, mais elle est très intéressante puisque, eh bien, il faut savoir à quoi on renonce. Il faut savoir ce qu'on choisit. Plus ou moins de terres agricoles, plus ou moins de territoires artificialisés, plus ou moins d'espaces naturels. C'est tout ce dilemme-là qu'il faut, avec lequel il faut composer, Gilles. Le dilemme agricole, il est très clair aujourd'hui. Et moi, je me mets à la place du monde paysan. Je préfère 1000 fois le mot paysan que exploitant agricole. C'est vraiment le métier de l'homme du pays, la femme qui est liée à sa terre. C'est effectivement de nourrir dans des conditions correctes. Et pour ça, il faut qu'on tue une légende des années 50, c'est le low cost en matière d'alimentation. Qu'on arrête de dire à ces gens, produisez beaucoup, pas cher. C'est fini ça. Le résultat, c'est quoi? Je disais un jour au président, moi quand j'avais 20 ans, les pauvres, ils étaient maigres. Les pauvres, ils sont gros aujourd'hui. Qui meurt du Covid-19 là? Des gros. 84% de personnes en surcharge pondérale, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Le virus a trouvé la faille en fait. La malbouffe, il faut arrêter ça. Ça veut dire que payer un petit peu plus cher quand on discute sur des centimes pour le lait, on se fout du monde. Et je pèse mes mots. Là, je viens au secours du monde agricole, c'est très clairement. Si demain, ils n'ont pas ces pressions-là, ils produiront sans pesticides. On peut faire de l'agroécologie intensive. On sait faire ça. Donc, ça veut dire que cette question aujourd'hui, elle est fondamentale. Il y a un profond changement du monde agricole, avec eux, pas sans eux, mais je dirais même que ça doit venir d'eux, en fait, pour produire suffisamment pour ce qu'il nous faut, sans indéfiniment augmenter les surfaces agricoles. Sinon, si je perds mes territoires, mes zones humides ou mes forêts, j'ai plus de biodiversité. Oui. C'est tout ça qui est très subtil. C'est un très joli programme de recherche et de technologie qu'il faut développer avec eux. Alors, 4 limites, on parlait des 9 limites planétaires. En France, 4 limites sont déjà dépassées. Changement d'utilisation des sols, l'utilisation de l'eau douce, érosion de la biodiversité, changement climatique. Donc, on a un énorme warning, y compris en France, Gilles. Partout, en fait, la France, c'est pas, vous savez, c'est exactement comme qu'on avait fait, on a voulu faire croire aux Français il y a quelques années, vous vous rappelez, Vanessa, que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté à nos frontières. Et les gens ont gobé ça, faut quand même le faire. On a gobé ce truc-là. Ouais. C'est pareil, la France, elle est tout à fait dépendante de tout le reste. La pollution chinoise nous arrive et nous, on y contribue parce qu'on leur achète des produits qui polluent là-bas. Donc, on leur envoie souvent nos déchets aussi. Donc ça, c'est clair. Les sols, c'est clair. On en a parlé tout à l'heure. On a dit qu'on perdait un département tous les 7 ans. Il faut absolument arrêter ça. Laisser la bonne terre agricole à destination agricole et artificialiser complètement différemment. Par exemple, les parkings de supermarchés, ça ne sert absolument à rien. On est les champions des parkings de supermarchés. Et quand il pleut, comme on n'a pas fait de trous dans les parkings, tout déborde. L'eau, bien sûr, l'eau, je dis souvent, un bébé qui naît, Vanessa, je ne sais pas, ça devrait toucher nos auditeurs, c'est 3/4 d'eau, un bébé. Toutes les cellules vivantes, c'est de l'eau. Ce n'est pas fait pour laver sa bagnole. Donc, c'est là que l'eau devrait infiniment être plus respectée. Comment on l'utilise, dans quelles conditions, les conflits, effectivement, entre l'arrosage des cultures aussi. Est-ce qu'il faut faire du maïs dans telle région alors qu'il ne pleut pas beaucoup? Le tabac en Italie. Donc, c'est des vraies questions sur l'eau. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on le mette tous les jours au goût du jour. Et l'eau, on la contamine horriblement. Tous les polluants que l'on produit finissent dans l'eau de la rivière puis de la mer. Le vivant, on en a parlé. Alors là-dessus, la France, elle n'est pas pire qu'ailleurs. Je dirais qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas en train de perdre des espèces en ce moment. On en a perdu beaucoup depuis quelques siècles, parce que nous, on a déforesté massivement. On a abîmé beaucoup le système. Mais aujourd'hui, c'est vrai que on est dans la moyenne globale. On fait attention. Est-ce qu'on a suffisamment de zones protégées, ce qu'on appelle les aires protégées? Ça, c'est très important. Des réserves, des parcs naturels, des parcs régionaux. On en a. On a un but d'augmenter encore un petit peu plus. C'est là que l'homme va moins pénétrer,
moins entrer en contact aussi avec les dangers du vivant, la Covid par exemple, hein, et puis le changement climatique, il est complètement global. Autant la biodiversité, il faut d'abord la regarder au niveau local. On s'intéresse à sa forêt, son champ, effectivement sa rivière, c'est normal, tout à fait normal, mais qui sont aussi bien sûr emmenés vers des problèmes à cause des problèmes globaux. Il y a un mélange des deux. Jacques Weber, que j'aimais beaucoup, disait à l'époque, c'est le glocal, hein, du local au global et vice-versa. Changement climatique, on sait comment on y contribue, nous tous ensemble ici. Et puis aujourd'hui, on vit les effets tous ensemble. Hein. Moi, je préside une réserve naturelle dans les Pyrénées, la forêt de la Massade. On n'a pas coupé un arbre depuis 1850. J'ai 40% d'espèces en plus que dans la forêt d'à côté, parce que je laisse mes arbres morts au sol. Mais ma forêt, en ce moment, je perds beaucoup de choses parce que c'est la canicule 2003 et les sécheresses répétées depuis 2006. Donc la France n'est pas spécifiquement là-dedans différente, mais elle est affectée de la même façon. Alors, maintenant, la question, c'est comment on y va. Comment on y va? Est-ce qu'on attend tout des pouvoirs publics? Alors, si on regarde côté pouvoir public, un plan pour transformer, pour avancer sur ces sujets de biodiversité, on peut en douter. L'exécutif a annoncé en 2020 2,5 milliards en faveur de la biodiversité. Ça peut paraître beaucoup, mais en réalité, ça n'est pas tant que ça, d'autant que dans ces sommes figurent des aides, par exemple, à l'agriculture intensive, ce qui va complètement à contre-courant de ce que vous venez de nous dire. Des alternatives sont en train de se mettre en place. Ce matin, on a parlé du Shift Project et de son plan de transformation de l'économie française. Il y a été question effectivement de biodiversité. On a aussi entendu la Convention citoyenne, la rapporteuse de la Convention citoyenne pour le climat, qui là aussi donne presque des leçons au pouvoir public. Donc, on sent que les choses bouge et avance dans une nouvelle dynamique. Vous teniez à ce qu'on fasse apparaître ce schéma, Gilles, où le vivant et le climat sont au cœur maintenant de très fortes interactions entre les pouvoirs publics, les entreprises, les ONG et les scientifiques. Et finalement, parmi les participants aujourd'hui, on a des entreprises, on a des organisations non gouvernementales. On vous avoue, Gilles, alors il nous manque peut-être des représentants des pouvoirs publics, mais peut-être pas, peut-être qu'on en a parmi les participants. Manifestez-vous si c'est le cas. Et dans tous les cas, évidemment, la mission, le rôle des entreprises est considérable. À un moment, on considère que c'est l'entreprise qui a la capacité de financer, mais c'est aussi l'entreprise qui a la capacité d'agir sur les changements de comportement et de donner aux citoyens, consommateurs, j'aime pas tellement ce mot, aux citoyens la possibilité de changer leurs habitudes. Alors, il y a une prise de conscience qui s'accroît du côté des entreprises, mais on voit encore que la biodiversité est rarement identifiée comme un risque direct pour l'entreprise. C'est un problème. Tant qu'elle n'est pas concernée par un risque, elle met du temps à bouger. On voit aussi que des actions sont mises en place, mais très clairement, un manque d'objectifs chiffrés et d'indicateurs d'impact derrière. Il faut donc aller plus loin pour intégrer les enjeux de la biodiversité dans la stratégie, les intégrer dans le reporting dit extra-financier, tout ce qui ne concerne pas la performance financière de l'entreprise, lutter contre la déforestation qui est un des enjeux majeurs, et ça, eh bien, ça concerne autant les entreprises que les investisseurs, les agences de notation, les fédérations professionnelles, les organisations syndicales de salariés. Donc on voit bien que l'ensemble des parties prenantes doivent contribuer pour accélérer et changer le niveau d'action qui était le vœu lancé ce matin en ouverture par Alan Fustek. J'en profite, Gilles, pour vous poser une question qui est arrivée dans le chat. Alors, je vous demande une réponse la plus rapide possible, évidemment, mais c'est votre avis sur la nouvelle PAC qui vient d'être votée au Parlement européen. Parce qu'effectivement, on a vraiment l'impression que les enjeux de biodiversité ne sont vraiment pas intégrés au sein de cette nouvelle politique agricole. C'est clair pour nous, écologues en France, elle est largement insuffisante, ça c'est clair. Hein. Il faut vraiment qu'on prenne la mesure du problème. Regardez l'histoire des néonicotinoïdes réautorisés sur une plante qui est la betterave. Je suis désolé, la question, c'est pas
c'est qu'elle ne soit pas malade par des pratiques culturelles différentes. Cette maladie apparaît parce qu'elle est maltraitée, la plante en question. Et donc, on va réintroduire un produit que l'on sait terriblement toxique. Cette semaine a été publié un papier par notre ami Bretagnol dans les Deux-Sèvres du labo de Chizé, montrant l'horreur de l'accumulation des néoniques dans la terre et dans les vers de terre. Donc, tout est là. Je vais répondre aussi un tout petit peu, si vous me permettez, à la dernière question qui était listée sur la droite, là. Une jeune fille qui nous dit « Quid du consommateur ?» Elle a raison, bien sûr, qu'il nous faut aussi regarder l'attitude des réunions de quartier, de la formation générale, du monde associatif. C'est très important aussi, elle a raison de le préciser. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci encore, Gilles.